Le show de moto est une présentation de Honda avec la participation de KTM et Yamaha. Bonjour tout le monde, bienvenue au show de moto. Que vous soyez un aventurier infatigable, un rider du dimanche ou un accro de la vitesse, bien, au show de moto, on parle votre langage sans problème. On est là pour toutes les déclinaisons de la passion moto. Cette semaine, au show de moto, on parle sécurité routière avec notre collaboratrice Cindy Martin. On a l'essai de la semaine, mais d'abord, on commence avec ceci. La Goldwing de Honda fête cette année ses 50 ans d'histoire. C'est pas rien. C'est tellement un événement, en fait, dans le monde de la moto que les gens de Honda Canada ont invité le show de moto à Toronto pour un événement qui célèbre 50 ans d'histoire de cette icône de la moto. Je roule le modèle 50e anniversaire. En fait, vous le voyez devant moi, c'est une des couleurs disponibles. Donc, Gold pour Goldwing, ça fit, je la trouve magnifique. Un soupçon de rétro là-dedans, en plus. Mais c'est très moderne, hein? On a guidon chauffant, selle chauffante. On a évidemment le régulateur de vitesse. On a une 7e vitesse aussi en mode touring maintenant. Donc, c'est encore plus doux. Et les suspensions s'ajustent en conséquence, évidemment, du mode moteur. Alors, ça fait une moto qui est ultra confortable pour rouler longtemps. C'est ça qu'on cherche quand on magasine une moto dans la catégorie tourisme de luxe. C'est une moto qui, en mode sport, peut être sportive. C'est dur à croire, mais on peut avoir vraiment des performances très enivrantes. C'est une moto qui a énormément de couple. Puis si on veut faire du tourisme à deux, on met ça en mode touring. Et puis là, on a une moto beaucoup plus docile et très facile à piloter, qui va être convivial pour le pilote et son passager. Dans les petites routes sinueuses, il y a moyen vraiment de s'amuser parce que cette moto-là, elle penche, elle rentre dans les courbes en masse. Très, très maniable. C'est vraiment surprenant de voir une grosse moto comme ça, de 800 quelques livres, être si légère au guidon, sans être trop léger, évidemment, mais quand on freine avant la courbe, on met du poids sur la roue avant, ça colle, c'est comme un train sur un rail, c'est vraiment plaisant. En plus, on a ce que j'appelle la porte patio. C'est vraiment un pare-brise qui est géant. C'est électrique, donc quand on roule, par exemple, sous la pluie, on peut lever ça et là, on va être pratiquement sec sans avoir besoin d'un imperméable. C'est vraiment une addition qui a été ajoutée, je pense, ça fait 7-8 ans et c'est très pratique sur une moto comme ça. Je pense que c'est une moto qui va s'adresser aux pilotes d'expérience. C'est une moto qu'on achète quand on est rendu là. Moi, j'en veux certainement une à un moment donné dans ma vie. J'adore piloter les Goldwings. Je pense que dans une écurie sérieuse de moto, ça prend une moto de tourisme de luxe. Et ça, c'est un peu la reine de la catégorie. Donc, c'est pour le motocycliste qui veut avoir du confort, qui veut être capable de s'amuser sportivement aussi de temps en temps et qui peut décider de la prendre pour partir en voyage pendant 2 semaines. Donc, c'est une moto qui est assez polyvalente. On vient de faire une petite balade d'1 heure, 1 heure et demie, question de se réacclimater à cette grosse moto Goldwing-là, mais c'est tellement facile, c'est une moto qui est super bien balancée, donc c'est doux, on a juste le goût de rouler pendant des heures, mais on aime aussi arrêter prendre un café. Maxime, pourquoi, d'abord, est-ce que c'est la première fois qu'on fait une édition spéciale chez Honda? Il me semble que moi, j'ai jamais entendu
d'édition anniversaire. Bien, édition anniversaire, écoute, tu l'as dit, 50 ans, c'est pas rien. Donc, on a vraiment créé cette édition-là, 50e anniversaire, dans la couleur or éternel. Moi, je ne sais pas pour vous autres, mais moi, cette couleur-là, quand je l'ai vue, j'ai tripé. Il y en a qui n'aimeront pas ça. Ça se discute pas, mais on sait que des fois, les Goldwing, c'est t'as du rouge vin, t'as du bleu. C'est assez sobre quand même. Oui. Mais là, on est all-in. On a voulu faire en sorte que ça soit visible. Visible, puis vintage aussi, là. C'est ça l'idée, là. On se rappelle de l'histoire de la Honda. En fait, c'est comme si elle avait créé la catégorie du tourisme. C'est vrai. Et on a introduit ça en 75 avec un moteur à 4 cylindres à plat. Somme toute révolutionnaire en termes de puissance, de douceur aussi de roulement, ce qui est encore vrai aujourd'hui pour la Goldwing. Dans le fond, l'ADN du Goldwing, ça a toujours été d'offrir du confort puis du luxe. Et on a été les premiers à introduire des régulateurs de vitesse, un système de son. Maintenant, on est rendu avec un coussin gonflable là-dessus, puis la technologie sans fil, CarPlay ou encore Android. Qu'est-ce qui ressort des essais quand les gens osent prendre le guidon d'une Goldwing qui est intimidante, là, à la base? Bien, exactement. On est capable d'observer ce fait-là. Donc, des plus jeunes là, qui ne font pas partie de la clientèle cible, quand ils essaient une Goldwing, ils sont toujours surpris puis sont unanimes quand ils débarquent que c'est une moto qui est tellement maniable compte tenu de son gabarit, puis il ne faut pas se laisser intimider par ça. Le centre de gravité est très, très bas sur cette moto-là. Puis quand on est en route, là, vraiment, la moto se laisse manier. C'est surprenant. Chaque catégorie de moto a son icône. Ça, c'en est une vraiment clairement définie. La Goldwing, c'est le tourisme de luxe par excellence. Éric, à toutes les fois que je suis à côté de cette moto-là, j'ai le goût de partir avec. Fait que c'est sûr que ce soir, je m'en vais à la maison avec ça. Là, c'est moi qui ai la clé. Ah! Écoute, Maxime, t'es le porte-parole d'Honda. Alors, je te dis joyeux anniversaire du Goldwing. Hey, merci. Merci pour l'invitation. Puis écoute, je pense qu'on va lui souhaiter un autre 50 ans. Peut-être que la 100e anniversaire, elle va voler comme dans les films de science-fiction. Ah, écoute, on se le souhaite. Je t'en souhaite une un jour aussi quand tu seras plus vieux. Peut-être, mais non, je serai pas si vieux que ça. J'en veux une. Ce segment d'émission vous est présenté par Plaisir à moto. Au show de moto, on aime ça vous inciter à faire des voyages de moto. Et là, on a deux aventuriers. Je pense qu'on peut vous qualifier d'aventuriers. Ouais. Bernard et Michel, on se connaît, ça fait plusieurs années. Ils arrivent d'un voyage jusqu'à Ushuaia. Ça, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout au bout de l'Amérique du Sud. Et ils sont partis des États-Unis. D'abord, bienvenue au show de moto, les gars. Content de vous avoir. Merci. Vous êtes des vrais riders depuis plusieurs années. Ça fait combien de temps que vous faites de la moto? Adolescence. Adolescente, Ouais. donc ça fait un petit bout de temps. Oui. Avant les petits poils blancs, on est tous un peu pareils. Et là, vous avez fait le voyage d'une vie. Il y en a plusieurs qui en parlent. On voit souvent ça sur Facebook. On descend à terre de feu. C'est le rêve ultime pour les motocyclistes un peu aventuriers. Ouais. Donc, vous êtes parti d'abord avec quel genre de moto? On est parti avec deux Suzuki DR 650. C'est des motos qui ont peu d'électronique, faciles à réparer. C'est des motos que les policiers ont dans certains pays de l'Amérique centrale ou de l'Amérique du Sud. On pouvait trouver des pièces n'importe où. On a eu besoin dans ce voyage-là de beaucoup de couples parce qu'on a monté des côtes énormes. Puis un 650 aussi, là, c'est en masse. C'est en masse. Puis on se cachera pas que dans ces pays-là, là, les limites, c'est 60, 80, 90. On est rarement en haut de 80-90 km/h. On n'a pas besoin d'un gros véhicule. On a besoin d'un véhicule léger, fiable, qui va bien partout. Bon, les questions que les gens se posent, d'abord, on se dit, partir 5 mois avec un DR 650, j'ai pas d'espace pour mettre tous mes vêtements, pour avoir ma tente. Donc, souvent, on fait le choix d'une grosse moto. Vous êtes parti avec les petites motos et pas trop de plans non plus au niveau de l'itinéraire. Bien, en fait, pas du tout. Pas de plan du tout. On savait de où on partait. Donc, on a fait la CA BDR. Ça, c'est la California Backroad Discovery Route. C'est ça, BDR? Exactement, qui est une route totalement ou 100 off-road et qui passait par des déserts, qui passe par Death Valley et tout ça. Donc, on a commencé par ça. On est rentré au Mexique et là, on décidait de notre itinéraire à tous les jours. Il y a beaucoup de gens qui décident de faire ça et ils prennent un petit peu le pré-itinéraire. C'est La Panamérica. La Panamérica. On descend là. Ça, il y a plein de monde qui le fait. Mais vous autres, c'était bien trop simple pour vous autres. On s'est dit, on le fait, mais en passant par
tous les petits chemins, les petits villages, rencontrer le vrai monde, puis voir c'était quoi, qu'est-ce qui se passe dans d'autres pays. Ça a été un bon choix de faire ça? Ah, un excellent choix. Ça a été un voyage où on a rencontré des gens extraordinaires qu'on n'aurait pas rencontrés sur le Pan America. Là. Des petits villages où on était les rares touristes qui passaient par là. Ça, on en a vécu beaucoup. Donc, les gens, ils ont la surprise, ils ont la curiosité aussi Ils ont de voir... Et On l'accueil. Donc- On était invités à manger chez les personnes, coucher chez eux. C'était vraiment des choses qu'on n'aurait pas vues, qu'on n'aurait pas faites par la Pan America. En termes de budget, est-ce qu'il faut être riche pour faire ça? Moi, j'ai calculé le budget pour nous deux. Ça a coûté à peu près 80 par jour. 80 par jour, c'est Essence, moins logement, cher bouffe, que de là. rester chez vous ici au Canada. Vraiment pas cher. Au niveau de la mécanique, parce qu'on est en moto, il y a des avaries, surtout quand on fait des chemins un petit peu plus difficiles. Oui. Est-ce que ça prend une grande compétence mécanique pour faire ça? Je te dirais, ça dépend avec quelle sorte de véhicule que tu pars puis où tu t'en vas. Mais normalement, dans tous les pays de l'Amérique du Sud, tout ce qu'on a vu, il y a toujours un petit garage de coin de rue qui va te donner un petit coup de main. On a eu d'affaires à souder nos freins, on a cherché des bearings de roue. On a toujours trouvé. Vous avez Puis toujours c'était- trouvé. Malgré qu'on faisait notre mécanique nous-mêmes. Sinon, au moins une expérience de base comme mécanicien, entretien des véhicules, mais le reste, Ça se Ouais. fait bien, pas Ouais. de stress. Au niveau psychologique, parce que vous passez quand même 5 mois sur la route, vous vous êtes challengé aussi en termes de randonnée, compétences, expérience motocycliste. C'est un bon challenge. Comment vous avez vécu ça? On a eu des challenges assez difficiles cette année. Ça a été une année excessivement pluvieuse. Nous, on s'est ramassés sur 5 mois et demi, un bon 2 mois et demi, les pieds mouillés tout le temps. Tout le temps dans l'eau, tout le temps la pluie. La pluie, la chaleur, ça va bien. La pluie, le froid, c'est difficile. Rendu au sud de l'Argentine, on s'est retrouvés dans le froid parce que la Patagonie, à cette période de l'année-là, c'est froid. Mais ça a été un voyage remarquable parce que ça a été une bonne chimie. Bonne chimie. Ouais. Est-ce que vous étiez des très bons amis de longue date ou vous vous connaissiez juste comme ça? c'est plus une connaissance. On s'est donné le challenge autour d'un feu l'année passée. Est-ce qu'on descend en terre de feu? On le fait. On le fait. Bien, justement, il y a des gens qui hésitent, il y a des gens qui s'y préparent depuis des années. Ça serait quoi votre conseil? D'y aller. Arrêter Ouais. de planifier puis d'y aller parce qu'aujourd'hui, tout est plus facile qu'il y a 20 ans. Tu as Facebook, tu as Instagram, tu as des groupes de discussion. C'est se préparer un minimum et d'y aller. Moi, la meilleure chose, je pourrais dire, c'est de partir, mais avec pas d'attente. Il faut que tu partes, puis il faut que tu déconnectes tout ce que tu as. Puis là, tu repars en eux, tu fonces. Que du positif. Que du positif. Donc, pour les gens qui hésitent à le faire, vous dites, allez-y, arrêtez d'attendre. Allez-y, arrêtez d'attendre. C'est pas une montagne aussi grosse qu'on peut penser. Bravo, les gars. Bravo d'avoir osé, puis merci de partager ça avec nous, Show de Merci, moto. Éric. Ça nous a fait plaisir. Ce segment d'émission vous est présenté par Motomoto. Éric, je suis ici pour parler avec toi d'un sujet qui est très important et c'est la sécurité. Oui. Oui. Puis, qui de mieux placé que toi pour parler de ça? J'ai l'air d'un sage, là. T'es un Non, mais motocycliste c'est vrai. aguerri. Ben, je pense que tu peux pas faire une longue carrière de motocycliste si t'as pas, au moins, là, dans ton coffre d'outils, la sécurité en tête. Ouais. Si on pense sécurité, tu peux faire une belle longue carrière sans problème en moto. C'est pas la moto en tant que telle qui est dangereuse. C'est vraiment le pilote, puis une mauvaise analyse de la situation X qui peut t'arriver parce qu'il arrive toutes sortes d'affaires sur la route, surtout de nos jours. Oui. C'est vraiment, faut avoir un sixième sens, je pense. Et ça serait quoi les conseils les plus importants que tu donnerais à ceux qui commencent en moto? Bien, je pense qu'il faut s'exercer. Moi, encore aujourd'hui, souvent, je pars en moto ou quand je reviens d'une ride de moto, Ouais. je vais dans la rue, chez moi, je fais des 8. Moi, j'appelle ça la sécurité au travail. Quand tu es vraiment bien préparé et que tu as fait des exercices, bien, des fois, il y a quelque chose qui va arriver, qui va survenir, qui va surgir devant toi. Faut être Ben prêt à là, tout, là. C'est même pas ton... C'est pas ton cerveau, c'est la mémoire du corps qui va Exact. prendre le dessus.
puis tu as des bonnes réactions. Puis je guide avec des groupes de motocyclistes souvent, puis des fois, je me dis, moi, partir 2 semaines en ayant aussi peu de contrôle sur ma bécane, je serais terrorisé. J'en vois souvent qu'ils disent pas, bon, il y a l'orgueil, il faut avoir l'humilité de dire, ouais, mais là, ma moto est peut-être trop grosse pour moi, ou tout au moins, je la contrôle pas bien. J'ai eu la chance dans ma job d'animateur du show de moto de faire des cours, d'essayer toutes sortes d'affaires. Donc, prenez des cours, même des cours de piste, aller en piste pour voir jusqu'où elle penche ta moto, jusqu'où tu es à l'aise. Ça va te pousser un petit peu plus loin. Faire des cours de moto hors route. Ça dérape un peu sur l'asphalte. C'est pareil comme quand tu es dans un sentier avec une petite moto. Bien, quand tu l'as fait avec un 250, bien, peut-être que ton 1800 va te faire moins peur quand tu vas. Chacune des techniques, peu importe le terrain, t'apporte quelque chose sur la route, c'est certain. Bien, tu sais, je me dis, les gens là qui jouent au golf, ils prennent des cliniques, ils font plusieurs parties, ils analysent leurs coûts. Pourquoi on fait pas pareil en moto? Pourquoi on va pas prendre des cours? Moi, là, je pars, puis si une fois je dépasse la ligne jaune, je vais y penser toute la journée. Puis une des choses importantes, c'est de garder ses distances. Qu'on soit un groupe de motocyclistes, garder ses distances entre les motocyclistes ou garder ses distances avec les voitures. Si on voit qu'on suit un camion qui est plein de stock, changer de voie ou de laisser la distance parce que c'est capital, le temps de réaction. Quand tu as moins d'expérience, choisis donc la moto en fonction de ton expérience, ton gabarit. On en voit qui s'achètent des motos sportives après 1 an d'expérience. C'est des fusées qui ont leur place sur une piste. Mais c'est la même chose avec des grosses motos custom qui pèsent 800-900 livres. Le monsieur fait 5 et 6, il a 65 ans. Les jambes sont peut-être un peu moins fortes, il y a moins d'aptitude, il y a les brocos. Il y a plein d'affaires que c'est pas le vendeur nécessairement au magasin qui va être capable de te conseiller parce que souvent, c'est des gens qui sont là pour une saison et des fois, ils font même pas de moto. Donc, l'important, c'est de se renseigner aussi. Prenez le temps de vous informer. Pas juste tomber en amour avec ton bike. Tu n'achètes pas une moto comme tu achètes une voiture. Il y a tellement plus de questions à se poser quand on achète une moto qu'une voiture. On a compris l'importance de rouler prudemment aujourd'hui. Oui, on a une certaine portion du contrôle, mais il faut aussi rouler pour les autres. Il faut vraiment être à l'affût de tout ce qui se passe sur la route. Il faut être prudent, il faut s'exercer aussi. C'est souvent en amont que ça se fait la sécurité à moto. Exactement. Bien, là-dessus, soyez prudents. Oui. Et nous, on retourne rouler en toute sécurité. Pourquoi pas? Ce segment d'émission vous est présenté par Béton Surface. Transformez votre garage, libérez votre esprit. S'il y a un modèle qui est populaire chez Yamaha, c'est la Tracer 9. On l'a vu en plusieurs itérations au fil des ans avec plus ou moins d'équipement. Bien, l'année passée, on avait la Tracer 9 GT+. C'était le seul modèle disponible au Canada et elle était bardée d'équipements électroniques. Ça faisait donc une moto qui était peut-être un peu plus dispendieuse et peut-être moins abordable et moins simple surtout à opérer pour les gens qui ne cherchent pas à avoir toute la technologie disponible sur le marché. Mais cette année, chez Yamaha, on a simplifié les choses. On n'a que 2 modèles, la Tracer 9 et la Tracer 9 Y-AMT, qui est ni plus ni moins qu'une Tracer avec une transmission automatique. C'est une transmission automatique contrôlée par ordinateur et il y a en fait 2 façons de l'opérer. Il y a un petit bouton ici, on appuie là-dessus et là, on peut être en mode automatique. À ce moment-là, la moto va changer les vitesses selon le mode moteur choisi. Donc, on va avoir plus ou moins de révolutions avant de passer au rapport suivant. Ou bien, on peut y aller en mode semi-automatique ou manuel, qu'on appelle ici. Et là, bien, la moto n'a aucun levier de transmission ni d'embrayage. Donc, il y a des boutons. On appuie plus ou moins si on veut monter ou baisser le rapport. Donc, avec ces motos-là, on a tous les avantages de l'automatisme quand on est dans le trafic. Et ça, c'est un gros plus.
Cette Tracer 9Y AMT est équipée du nouvel écran TFT de 7 pouces qui propose 3 thèmes visuels. Yamaha propose également le nouveau limiteur de vitesse variable qui permet au pilote de s'auto-réguler en pré-réglant une vitesse à ne pas dépasser involontairement. Comme la plupart des nouvelles Yamaha, la Tracer 9 bénéficie d'un nouveau système de commande sur la barre de gauche, d'un joystick repensé et de nouveaux boutons pour une navigation simplifiée dans les menus et les écrans. Bien, qu'on la prenne en version normale ou avec cette transmission automatique, la Tracer est toujours plaisante à conduire. On a une selle un petit peu ferme, mais quand même pas mal. Bon, on n'a plus les suspensions semi-actives comme on avait sur l'ancien modèle, mais ce sont des suspensions plutôt fermes. On a le goût de rouler, on a le goût d'attaquer aussi quand il y a des petites courbes parce qu'elles donnent confiance pour faire du tourisme léger, pour faire des balades en fin de journée, même pour aller au travail. C'est une moto parfaite, c'est vraiment une moto polyvalente. Parmi les caractéristiques introduites sur la GT+, et qui demeurent en 2025, on a toujours les feux de virage à DEL qui s'orientent dans le virage en position inclinée. On a aussi un châssis qui bénéficie de quelques améliorations, notamment le cadre Delta Box en aluminium revisé pour une meilleure stabilité, tandis que le sous-châssis est désormais plus long et plus léger pour un confort accru du passager. À la place des suspensions semi-actives KYB du Tracer 9 GT+, cette année, on a une fourche inversée KYB de 41 mm et un amortisseur arrière simple, tous deux réglables manuellement. Côté position de conduite, on est super confortable sur cette Tracer 9. À chaque fois que j'en essaye une, je la trouve vraiment conviviale. C'est le fun, on se sent bien là-dessus. On a une selle dont la hauteur est ajustable. On a aussi un pare-brise ajustable. Ça aussi, c'est bien pour un peu customiser la moto pour notre gabarit. Évidemment, on a un guidon assez large, des bons miroirs, les poignées chauffantes. Je pense que c'est un must si on veut rouler au Québec, allonger la saison. Donc, c'est vraiment une moto un peu sport touring comme feeling, sauf qu'on a vraiment une position plus relevée que sur les ST de l'époque. En résumé, la Tracer 9Y AMT 2025, c'est une moto plaisante, c'est une moto conviviale, c'est un petit passe-partout, autant dans le trafic que pour les routes de campagne. On a le moteur CP3, le Crossplank chez Yamaha, qui est un moteur que j'adore. Il est puissant, il est souple. Une belle sonorité, c'est vraiment le fun. Quand on l'ouvre un petit peu, la moto rugit. On a quand même des bons éléments pour faire du touring, un grand pare-brise. On peut rajouter une valise en haut ici, on peut rajouter des valises latérales. Bref, il y a beaucoup à faire. C'est vraiment un bon kit de base. Le prix aussi est bien placé. On est chez Yamaha, donc c'est abordable, c'est pas donné, mais on a la garantie de fiabilité des produits Yamaha. Donc voilà, c'est la Tracer 9Y AMT 2025. Voilà, c'est tout pour le show de moto cette semaine. J'espère que ça vous a plu. En terminant, je vous dirais, un rider tout seul, c'est une ride, mais un groupe de motocyclistes ensemble, c'est une famille. C'est cute, hein? Hey, je vous laisse là-dessus. On se revoit la semaine prochaine. Soyez prudents sur les routes. Salut!